La suite de BFM Story avec cette affaire maintenant Benalla, c'est ainsi qu'on l'appelle. Alexandre Benalla, ce collaborateur d'Emmanuel Macron, filmé le 1er mai en train de frapper un manifestant à terre, place de la Contrescarpe à Paris. Un casque de CRS sur la tête, un brassard police sur le bras. Il n'est pas policier. Il a pendant un temps été le responsable de la sécurité d'Emmanuel Macron. Il avait été, suite à cette affaire, mis à pied pendant 15 jours, muté dans un autre service. Mais voilà, c'était tout. Et donc depuis ces révélations dans la presse, ces images diffusées sur les réseaux sociaux, eh bien la machine s'emballe. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire. Gérard Collomb a saisi la police des polices, JPN. Et l'opposition parle carrément d'affaires d'État, notamment, c'est le cas d'Alexis Corbière. Bonsoir. Bonsoir. Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Marion Mourgue, pour l'aspect politique, parce que là on voit bien qu'il y a une crise politique à gérer et qu'elle n'est pas forcément très bien gérée à l'Élysée. Thierry Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Et Philippe Moreau-Chevrolet, le communicant. Bonsoir. Tout d'abord sur l'aspect politique, Alexis Corbière, vous demandez une commission d'enquête parlementaire? Oui, et à l'heure où je vous parle, je crois qu'on est en train de l'obtenir. Après une journée de résistance, si je puis dire, silencieuse de députés En Marche qui ne voulaient pas répondre, d'un président de Rugy fort embarrassé. Et des députés En Marche, on les a appelés toute la journée pour venir ce soir sur le plateau face à vous. Silence radio, visiblement il y avait des consignes. Oui, certains qui sont parfois très disserts, très bavards, là, étaient silencieux. Non mais c'est clair que, vous l'avez dit, c'est une affaire d'État, c'est-à-dire qu'on découvre. Et ça ne s'arrête pas de mon point de vue à ce cas de Benalla. J'ai vu sur les images un homme qui l'accompagne, que j'avais personnellement repéré lors d'une manifestation, rappelez-vous, en hommage à Mireille Knoll, nous avions été agressés par la LDJ, et cet homme était-il policier? Je ne sais pas, il était à nos côtés, il était assez agressif, il est là, et donc M. Benalla n'est pas seul. Des images le montrent avec un brassard de police à d'autres moments de la manifestation, un talkie-walkie à la main, avec la personne dont je parle. Que fait-il? Quel est son rôle? À qui il parle quand il est avec ce talkie-walkie? Donne-t-il des consignes? Je crois qu'on va découvrir là-dedans quelque chose qui se limite pas seulement à un pétage de plomb d'un jeune collaborateur du président de la République, mais manifestement à une barbouzerie, c'est le cas de le dire, des gens qui ne sont pas fonctionnaires de police et qui se prennent pour des policiers. Et je comprends très bien le syndicaliste de police tout à l'heure qui était là, de dire attention, être policier c'est un métier, nous déléguons la violence légale, si je puis dire, aux forces de l'ordre. Et tout ça n'est pas tolérable. Et la manière dont le président Macron le protège pose question. C'est, au vu, pardon de le dire comme ça, de la médiocrité du porte-parole tout à l'heure de l'Élysée, qui franchement a essayé de nous expliquer que tout avait été fait, l'affaire remonte directement au président de la République, qui manifestement était au courant, et trouve normal que ça doit seulement être sanctionné par 15 jours de mise au pied, puis après tout reprend. Je reprends vos propos. On l'a vu, tout le monde l'a vu lundi dernier, c'est lui qui s'est occupé de la sécurité de l'équipe de France de foot pour aller rencontrer Macron. Il n'y avait pas plus sensible, c'est lui qui s'en occupe, et on voudrait nous faire croire que depuis cette affaire, il a été placardisé. Tout ça ne tient pas debout. Thierry Arnaud, alors c'est vrai qu'on a du mal à suivre la communication de crise à l'Élysée. On a entendu le porte-parole de l'Élysée nous expliquer que ce qu'il avait écopé, hein, cette 15 jours de mise à pied, c'était déjà la plus grave sanction contre un chargé de mission. Bon, et puis derrière, maintenant, Édouard Philippe dit que ces images sont particulièrement choquantes, on saisit la justice, Gérard Collomb saisit la police des polices, ça part un peu dans tous les sens. Oui, c'est vrai qu'il faut dire les choses clairement. La gestion de cette affaire depuis le début est incompréhensible, Olivier. D'abord, s'il y a une affaire aujourd'hui, c'est bien parce que l'origine a été totalement ratée. Les faits se déroulent le 1er mai. Le 2 mai, ils sont portés à la connaissance du directeur de cabinet du président de la République, qui informe le chef de l'État dans la foulée. Et le 3 mai, on décide de ces sanctions. Et déjà, ça pose un certain nombre de questions très graves. Pourquoi ces sanctions sont-elles celles-là, alors que les faits présumés sont d'une extrême gravité? S'arroger des pouvoirs de police dans la rue pour taper sur des gens alors qu'on n'est pas policier, dans un état de droit, c'est quelque chose qui est totalement inconcevable et qui est potentiellement très grave. Pourquoi est-ce qu'on n'informe pas la justice en raison de la gravité des faits? Deuxième question très grave. Et puis on voit bien tout ce qu'il y a derrière de profondément dérangeant, c'est que ça introduit l'idée que parce qu'on est un collaborateur du président de la République, on a droit à des privilèges qui sont totalement délirants. Si vous et moi, demain, allons dans une manifestation taper sur des gens, on va être arrêtés, on va être conduits au commissariat. Poursuivi pour coups et blessures. Et on va être poursuivis. Et c'est la moindre des choses. C'est parfaitement normal. Donc déjà, dans un premier temps, si on se retrouve face à cette crise aujourd'hui, après la révélation de ces informations par nos confrères du Monde hier soir, c'est bien parce qu'il y a eu des ratés qui sont considérables dès le début de cette affaire. Et on voit bien aujourd'hui que cette défense qui est montée par le gouvernement, elle ne tient pas la route. J'en soulignerai simplement une contradiction évidente, c'est que tout le monde nous explique depuis ce matin que les faits sont extrêmement graves, que le comportement du jeune collaborateur du président de la République est inadmissible
inacceptable, les mots ont quand même un sens, Olivier. Si c'est inadmissible, si c'est inacceptable, ça veut dire qu'il ne fallait ni l'admettre, ni l'accepter, et donc on tirait les conséquences. Et les conséquences qu'on en a tirées, c'est 15 jours de mise à pied. Ça n'a absolument aucun sens. Et effectivement, on l'a revu dans le bus des Bleus. On l'a revu dans le bus des Bleus, on l'a revu dans l'organisation de la cérémonie en honneur de Simone Veil au Panthéon. On ne peut pas dire qu'il est véritablement disparu de la circulation. Marion Mourgue. On sent que cette affaire va laisser des traces politiques parce que Emmanuel Macron a fait toute sa campagne sur 3 mots qui étaient la bienveillance, la transparence et le renouvellement des pratiques. Alors là, vous avez tout qui vole en éclats et vous avez finalement la version la plus cynique de l'ancien monde que Emmanuel Macron voulait combattre. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui ? C'est difficile de poursuivre la politique et d'être entendu quand ses propres conseillers à l'Élysée n'ont pas le même traitement que ce qu'on aurait nous-mêmes. Est-ce que ça ne peut pas s'expliquer, pas s'excuser, mais s'expliquer par le fait que visiblement Alexandre Benalla et Emmanuel Macron sont assez proches. Alexandre Benalla, et finalement, il a suivi le candidat Macron. Donc il y a eu un engagement de sa part. Et Mathieu Coache nous l'expliquait, puisqu'il a souvent vu Alexandre Benalla dans le cadre de ses fonctions de journaliste politique. Les deux hommes sont proches. Peut-être qu'Emmanuel Macron, peut-être jusqu'au bout, a voulu protéger son collaborateur ami. Bien sûr, il y a un lien de confiance, puisqu'en effet, il était là au début. Il s'est même occupé de Brigitte Macron quand Emmanuel Macron est élu, mais ça n'excuse pas. Et non, ça explique la mauvaise réaction. Pas un double traitement. Et c'est là où il y a une faute. Et on voit aussi le système aujourd'hui qui se met en place, c'est-à-dire que vous n'avez aucun parafeu pour protéger le président de ce type d'affaires. Et tout remonte à lui, et donc ça veut dire qu'Emmanuel Macron va être directement en première ligne. En termes de communication, c'est quand même malheureusement assez classique quand on gère mal une affaire dès le départ. C'est-à-dire que ça part tout d'abord d'une sous-estimation de la gravité de l'affaire, en fait. Oui, puis c'est une négligence au départ qui est qu'ils auraient dû prendre conscience quand les faits ont été signalés de la grenade dégoupillée que ça représentait pour eux. Se dire que fatalement, aujourd'hui, on est dans une époque de transparence. Ça veut dire que ce type d'affaires, elle va ressortir. Tout est filmé maintenant dans les manifestations. Tout est filmé, tout est photographié. On sait que ça va sortir à un moment donné. Donc le minimum, c'est de dégoupiller la grenade, de la regoupiller avant, de la mettre ailleurs, de la traiter. Il aurait fallu exfiltrer ce monsieur de l'Élysée tout de suite. Il aurait fallu le démettre de ses fonctions tout de suite. Peut-être effectivement saisir la justice pour ne pas soi-même s'incriminer. Le problème, c'est que là, c'est le premier cercle d'Emmanuel Macron qui est touché dans cette affaire. Donc c'est véritablement très dangereux ce qu'ils ont fait. Ils ont un peu joué aux apprentis sorciers. Ou pour lire un fonctionnaire de police qui me l'a dit à midi, on a mis la poussière sous le tapis, on a espéré que ça passe. Et ça passe plus aujourd'hui. Ça, c'est la pensée magique. C'est la pensée magique. Et le problème, c'est qu'il y a un lien de confiance qui touche y compris la majorité. On a des députés En Marche qui ont envoyé des communiqués de presse pour dire qu'ils condamnaient les actes de ce monsieur, qu'ils aient demandé sa démission. Donc ça va quand même très loin. Mais ces députés ne viennent pas sur les plateaux le dire. Non, mais oui, non, s'ils viennent pas sur le plateau le dire. Mais c'était déjà le cas dans l'ancien monde. C'est pas de ce côté-là, c'est le même monde, on a envie de dire. Mais le problème que ça pose, c'est que le traitement de l'affaire, il doit être tout de suite bon. Dans l'affaire Fillon, l'erreur de départ, c'était de ne pas reconnaître la gravité des faits, d'attaquer la presse, de dire que le canard enchaîné était misogyne parce qu'ils attaquaient Pénélope. Là, la même erreur, qui est de ne pas démettre ces gens de leurs fonctions, en disant simplement, puisqu'il s'agit de 2 personnes, ils ont fauté, nous les démettons immédiatement de leurs fonctions. Il y avait une excuse en or pour le faire, qui était l'instruction ouverte par le parquet. Mais oui. Et puis on se débarrasse en quelque sorte. Qu'attend-on alors en fait? On attend que Emmanuel Macron décide. On a l'impression que tout le monde au sein d'En Marche attend que le président bouge. C'est ce que vous disiez, c'est proche de Macron. Oui, tout ça ramène à la question fondamentale, c'est pourquoi, alors que c'est évident pour nous tous ici autour de la table que la décision dès le début aurait dû être soit de licencier tout simplement si on était en mesure d'avoir la certitude et déclencher une enquête, et déclencher une enquête, soit dans le doute le suspendre sine die, il ne remet plus les pieds à l'Élysée. On fait une enquête et ensuite, en fonction des résultats, on décide. Donc on voit bien qu'on est en but, depuis le début de cette discussion, à la question fondamentale, c'est pourquoi ils ne le font pas, Olivier? Et cette question-là, elle est quand même très perturbante, parce que quelles sont les explications possibles? Ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas pris la mesure du scandale potentiel. Dans ce cas-là, ce sont des incompétents. Ils ne le font pas parce qu'ils prennent la mesure du scandale potentiel, mais ils disent... On s'en moque, finalement, ça passera, on aura quelques jours de troubles, et après, ça continuera. Dans ce cas-là, ils pêchent, évidemment, par arrogance. Ou bien ils ne le font pas, et c'est l'hypothèse qu'on a soulevée tout à l'heure, qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec les deux autres, parce que les rapports entre Emmanuel Macron et son jeune collaborateur sont d'une telle proximité que finalement, il dit j'ai conscience qu'il a commis une erreur, mais je le protège. Aucune
de ces explications. Ce sont des explications. Moi, je soulève une quatrième hypothèse. N'est véritablement compréhensible au bout du compte, tant les dégâts sont importants aujourd'hui. C'est quoi la quatrième hypothèse? C'est pas que l'affaire Benalla. Déjà, le porte-parole de l'Élysée a pris la parole pour nous annoncer qu'il avait une deuxième personne avec lui, dont on a découvert l'identité. Donc ils étaient au moins deux. Vincent Crasse. Pas seulement en comportement individuel, ils étaient deux. Je vous ai dit tout à l'heure que je reconnais un troisième homme que j'ai déjà vu, notamment. Donc, alors simplement, la deuxième personnalité, c'est Vincent Crasse, qui est un ancien réserviste de gendarmerie. On nous dit à la présidence de la République qu'il a été écarté, il a été sanctionné. Lui aussi sur il apparaît dans la vidéo. Participe à cette violence dont il n'a pas le droit de Et faire. une incohérence de plus au passage. On nous dit que ce jeune réserviste de la gendarmerie, parce qu'il a participé à ces faits-là, ne peut plus remettre les pieds à la présidence de la République. lui, exactement. Et alors qu'Alexandre Benalla, lui, il est tous les jours en tant Et il y a une qu'adjoint troisième personne pour vous. Moi, j'observe qu'il y a une troisième personne qui peut être un policier, mais qui est sur toutes les images, à différents moments de la manifestation, aux côtés de M. Benalla. Donc la question que je pose, avec beaucoup de points d'interrogation, mais j'en suis réduit là, y a-t-il une cellule, une équipe un peu auprès du président de la Que font ces gens sur place? Voilà, que font ces gens? Quelle est leur mission? Ils ont des talkie-walkie. À qui parlent-ils? Prennent-ils des consignes? Donnent-ils des consignes? Vous ne croyez pas à l'histoire de l'observateur qui est là pour assister aux opérations de maintien de l'ordre, bon, qui participe? Évidemment que je fais des hypothèses et peut-être qu'elles s'effondreront, mais j'observe que, vu la manière dont la présidence de la République a cherché à étouffer cette affaire, ça ne peut pas se limiter seulement à une affection du président de la République pour un homme. Je veux dire, M. Macron a le sang-froid, et s'il s'agissait de dire on évacue Benalla, il l'aurait fait sans doute. S'il ne le fait pas, c'est peut-être parce que, et je souhaite que la presse puisse travailler, et c'est l'objet des commissions d'enquête, qu'on nous interroge. Tout à l'heure, vous avez un syndicaliste policier. Les policiers sur place pensaient que c'était des collègues. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment se fait-il qu'on Tout le monde s'est fait avoir. Même ceux qui ont filmé. Parce que c'est des militants de chez vous qui ont filmé, qui avaient, dès le soir de la manifestation, mis en ligne, et tout le monde était persuadé qu'il s'agissait d'un policier. Je les ai eus au téléphone. Je rappelle d'ailleurs, la personne qui filme, Benalla lui dit, tu détruis ou je te pète la gueule. D'accord? Donc il ne le fait pas. Et tout le monde était persuadé que c'était des fonctionnaires de police. Ces images ont circulé comme étant l'illustration. Et l'Élysée a laissé dire. Non, mais l'Élysée, dès le départ, se saisit de l'affaire et au courant par le directeur de cabinet de Emmanuel Macron. Or, normalement, une personne qui est dépositaire d'une autorité doit en référer au procureur de la République. Il y a Article 40. Exactement, du code de procédure pénale. Donc là, c'est très bizarre. Pourquoi le directeur de l'administration, enfin le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron et le chef de l'État qui est mis au courant, pourquoi ils ne font rien? Et en effet, je rejoins Thierry. C'est pas la première fois que ce collaborateur a des petits soucis, puisqu'il avait pris un de vos collègues de Public Sénat par le col, il l'avait expulsé en lui arrachant son badge. Il est devenu un peu plus nerveux, et moi je pense que c'est la pression de l'Élysée aussi. Il y a deux phénomènes qui peuvent expliquer ça, comme sous Hollande. La pression de l'Élysée et l'isolement de l'Élysée. On est dans une bulle, il y a un certain sentiment d'impunité. Et on se rend plus bien compte des réalités. On fait accélérer le bus alors qu'il y a 1 million de personnes qui attendent. Voilà. C'est des choses qu'on ne fait pas en temps normal. Rationnellement, tous autour de cette table, sans cette pression-là, c'est pas des décisions qu'on prendrait. Maintenant, quand on est là-haut, on est enfermé, on est complètement coupé de la réalité. C'est presque tragique à quel point on est coupé de la réalité. Oui, mais c'est pas. Si vous permettez, je ne veux pas excuser, j'explique. Non, mais ça. normalement, c'est la police. Il y a des gens qui sont formés. Les mêmes effets produisent les mêmes causes. Vous avez raison, mais il y a des gens que l'Élysée s'installe à Villetaneuse, en banlieue, auprès des gens, quoi, oui, pas mais juste dans le 7e. Ce que vous évoquez, vous n'avez pas tort sur une dimension, mais là on parle de sécurité. Normalement, il y a des gens, c'est leur métier, d'assurer la sécurité du chef de l'État. La sécurité du chef de l'État ne doit pas être organisée ou faite par un homme qui est... Par ailleurs, qu'il y a une société privée, il y a une forme de privatisation de la sécurité qui pose toute une série de problèmes. C'est une mission sensible. Comment se fait-il que c'est très jeune? Mais disons qu'il y a un service qui s'appelle le GSPR, c'est ça? Visiblement, il aurait voulu l'intégrer, ce service. Mais on lui a chargé de ça, normalement. Mais il n'était pas formé, enfin, il n'était pas policier, même s'il a une formation, mais pas. Ce sont des policiers d'élite, des policiers. Il faut passer un concours pour être policier. Et il faut passer un concours aussi pour intégrer le GSPR. Thierry Arnaud, alors la commission d'enquête parlementaire peut-être. Alors nous parlons, c'est en train de se décider. D'accord. Alors que va-t-il se passer là dans les heures qui viennent? Emmanuel Macron était en déplacement, on l'a vu. Les journalistes ont essayé 50 fois de lui poser la question sur cette affaire. Il a esquivé. Que va-t-il se passer maintenant? On pense que ça va s'arrêter là? Au moment où on se parle, la stratégie du pouvoir, la stratégie d'Emmanuel Macron et de l'exécutif est claire, c'est de faire le dos rond en se disant bon, aujourd'hui c'est très chaud, la température politique est très élevée, mais bon, si on tient le coup quelques jours, l'été est là, les gens vont partir en vacances, etc. Et les choses vont s'arranger. On voit bien que le raisonnement, pour l'instant,
la ligne, c'est ça. Tenir sur la base de l'argumentation qui a été présentée jusqu'à présent. Et pourquoi Simplement, ne pas renvoyer le collaborateur en disant, écoutez, tant que l'enquête n'est pas terminée, il n'est plus membre de l'Élysée, avec une mesure d'exemplarité. On attend toujours de ceux qui nous gouvernent fassent preuve d'exemplarité. Pour être clair, au sein de l'exécutif, en ce moment, sont en train de s'affronter deux tendances. Celle qui dit... et qui pour l'instant a gain de cause, il faut faire deux ronds, il faut attendre, et les tenants d'une thèse qui dit il faut reconnaître l'erreur et il faut éteindre l'incendie. Quand on éteint l'incendie qui brûle depuis près de 24 heures maintenant, il y a déjà des dégâts dans la maison, des dégâts qu'il faudra assumer. Au moment où on se parle, il est déjà très tard dans cette crise et elle laissera des dégâts quoi qu'il arrive. Mais les tenants de cette seconde thèse disent voilà, maintenant on agit, on clôt le truc et on avance, même si l'affaire n'est pas terminée, quoi qu'il arrive, y compris si ce soir est mis fin aux fonctions d'Alexandre Benalla, parce que maintenant il y a une procédure judiciaire qui est lancée et il y aura une enquête. Moi, je voulais terminer sur un mot de responsabilité. Précisément, moi je suis élu de Seine-Saint-Denis, parce que les relations entre la police parfois sont difficiles avec la jeunesse, il faut être exemplaire. Et à trop attendre, on amène à un pourrissement. Et ça, c'est pas bon. Donc je demande vraiment au président de la République, par votre intermédiaire, prenez une décision, allez vite, parce que se donner cette impression, comme vous l'avez dit, de deux poids, deux mesures, que parce qu'on est en proche d'Emmanuel Macron, on peut frapper, on peut s'affubler de policiers, c'est grave. C'est l'article 443-12 du Code pénal. Article 40, lorsque vous êtes en responsabilité, vous devez le dire à la justice. Là, on ne peut pas tenir, j'ai envie de dire, vis-à-vis de nos concitoyens, si quand on est en proche de Macron, on est au-dessus des lois. Marion Morgue. Et à trop attendre, Emmanuel Macron va devenir inaudible, puisqu'on l'a vu là en déplacement en Dordogne. Les journalistes ne lui posent la question que sur cette affaire. Il ne veut pas répondre, donc il se rigidifie. Mais tous les jours, il a des rendez-vous. Tous les jours, la presse va demander des explications. Les travaux à l'Assemblée nationale sur la réforme constitutionnelle, qui est au cœur de la démarche de Macron, sont bloqués. Ça a été très perturbé aujourd'hui. On n'a pas envie de travailler, on nous parle transparence, probité à longueur de texte et ils veulent même pas nous répondre sur un cas précis. Un dernier mot sur la communication. Finalement, on peut pas à un moment donné dire, effectivement, on n'a pas été bon, il y a eu un manquement. Mais si, mais bien sûr. On le reconnaît et aujourd'hui on va être ferme. Ça peut pas se faire en termes de communication. C'est ça qu'il faut faire. Il faut dire, on a fait une erreur, on la corrige et après on reconstruit quelque chose d'exemplaire. Bien sûr, c'est ça. Mais c'est un bon sens qui n'existe plus à l'Élysée en ce moment, en tout cas qui s'affronte avec du très mauvais sens, qui est un sens du vieux monde, qui est précisément ce sur quoi Macron s'est basé. Ou alors c'est la petite partie immergée de l'iceberg. Ou alors il y a des choses qu'on ne veut pas dévoiler. Voilà, plus non, mais elles sont complotistes, je l'admets, mais permettez-moi. J'ai pas dit complotiste. Non, mais vous avez raison. Je pose la question. Il y a encore des questions. Moi, je me souviens du mot de Rocard. Il disait, c'est beaucoup plus. Il y a deux possibilités. Soit c'est une théorie, soit c'est du complot, soit c'est de la connerie. La connerie est plus probable. Voilà. Merci à tous les quatre.